Ravi de vous retrouver pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal qui s'ouvre sur Ecopolis Télévision. Changement à la tête de l'inspection générale des finances, Christophe Bitassimwa Bailly remplace Jules Alinguete, mis à la retraite. Le nouveau patron de l'IGF est docteur et détenteur d'un diplôme d'études approfondies en économie et développement de l'Université catholique du Congo. Projet d'extension de la ville de Kinshasa, plus de 5000 étudiants issus de 3 institutions du pays ont participé à la conférence débat organisée par Kiamona Campus Lab à l'INBTP. Des experts de différents secteurs ont échangé avec les étudiants autour des projets présentés, dont l'économie. Et puis au Vatican, toujours pas de fumée blanche. Ce jeudi, les 133 cardinaux devraient voter 4 fois pour élire dans le plus grand secret le successeur du pape François. En attendant, l'atmosphère est fébrile sur la place Saint-Pierre dans le plus petit État du monde. Bonsoir à tous. Toujours pas de fumée blanche au Vatican. De la fumée noire s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine aujourd'hui peu avant midi, signe que les 2 tours de vote des cardinaux effectués dans la matinée n'ont pas permis d'élire un nouveau pape. Et si un non recueille une majorité des 2/3, soit 89 voix, le monde en sera immédiatement informé grâce à une fumée blanche qui s'échappera de la cheminée. Dans le cas contraire, une fumée noire sera émise tous les 2 tours de scrutin, c'est-à-dire vers 12h et vers 19h. Pour rappel, les élections de Benoît XVI en 2005 et de François en 2013 avaient duré 2 jours. Celle de Jean-Paul II en avait nécessité 3 en 1978. Mais alors, d'où viendra le prochain pape? Tout ce que l'on sait pour l'instant, c'est que sur les 226 papes élus à ce jour, 200 étaient européens, 8 provenaient du Moyen-Orient, 3 d'Afrique et un seul d'Amérique du Sud, le pape François. Dans l'actualité également, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu mercredi à la Cité de l'Union africaine Robert Dussey, ministre togolais des Affaires étrangères, intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Il était porteur d'un message du président du Togo, Faure Gnassingbé, médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Dans ses propos, Robert Dussey dit être chargé pour rendre compte des démarches entreprises dans le cadre de sa mission de médiation pour que la paix revienne dans l'Est de la République démocratique du Congo. À l'issue de cette entrevue, l'émissaire du président togolais a exprimé sa gratitude vis-à-vis du chef de l'État congolais pour l'accueil et surtout sa sollicitude durant son court séjour dans la capitale congolaise. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a nommé mercredi à la tête de l'inspection générale des finances Christophe Bitassimwa Bailly. C'est désormais lui le nouveau chef de service en remplacement de Jules Alinguete, mis à la retraite après 5 ans passés comme patron de l'IGF. Ces ordonnances ont été lues à la télévision nationale par Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Au poste d'inspecteur général des finances, chef de service, et d'inspecteur général des finances, chef des services adjoints, attendu qu'il s'y de pallier cette vacance pour permettre un fonctionnement optimal et régulier de l'inspection générale des finances au regard d'importantes attentes placées dans le travail de cet organe supérieur de contrôle et d'audit des finances et des biens publics, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est nommé inspecteur général des finances, chef de service de l'inspection générale des finances, IGF, messieurs Bitassimwa Bailly Christophe, matricule 450-208. Article 2, est nommé inspecteur général des finances, chef des services adjoints de l'inspection générale des finances, messieurs Chibingu Nsenga Emmanuel,
matricule 450 247. Article 3. Et puis, ouvrons le chapitre sécurité. Le caucus des élus de la province de l'Itourie a échangé mercredi avec le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabombo, dans son cabinet de travail. Au centre de leur discussion, les mécanismes mis en place pour rendre plus efficaces les éléments des FARDC en Itourie qui font face à des groupes armés, mais aussi aux menaces des terroristes du 1-23. Au sortir de cette entrevue, députés et sénateurs de l'Itourie ont déclaré leur satisfaction face aux assurances du patron de la Défense nationale qui leur a promis d'en faire large écho au prochain Conseil des ministres. Suivez. Ces élus ressortissants de l'Itourie ont saisi l'aubaine pour saluer les travaux assidus de l'état-major général qui a débouché à la calmie observée depuis un moment. Ces députés ont également mis en relief les passages du chef d'état-major général adjoint chargé des opérations, le lieutenant général Charlie Gonza, sa récente rencontre avec l'armée ougandaise et les efforts menés dans les processus des réserves armées de la défense. Ces caucus de députés conduits par son président, le député national Puchumbondina, a soumis une requête auprès du patron de la défense nationale, Maître Guy Kabombo Madianvita, pour l'accélération par les canaux de l'état-major général de l'opérationnalisation de la RAD, mais aussi les renforts de l'effectif des FARDC qui sont à Nyamamba, barrant la route aux rebelles de faire l'incursion en Itourie. Nous saluons les efforts qui sont menés dans le processus de la réserve armée de la défense. Ce processus prend du temps. Nous aurons bien aimé que l'état-major général puisse réactionner l'opérationnalisation du processus de la RAD. Parce que c'est un moyen aussi d'utiliser ces jeunes gens qui sont en désœuvrement, qui parfois, les risques de la difficulté de la vie, le mènent sur le chemin qui n'est pas un chemin légal. Nous avons demandé au VPM de la Défense de renforcer les capacités militaires. Très réceptif, le numéro 1 de la Défense nationale a promis aux élus de l'Itourie de mettre la bouchée double afin que ces recommandations puissent être suivies d'actions. Des nouvelles de l'Itourie toujours, le chef de secteur de Walendu Djati en territoire de Djougou, Justin Goudjagiza, reconnaît le retour de la paix dans toutes les localités sous sa juridiction et ce depuis l'instauration de l'état de siège en Itourie sous l'égide du gouverneur militaire et commandant des opérations en Itourie, le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama. La détermination et l'engagement du commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny, a pacifié et consolidé la paix en Itourie et sans faille en cette période de l'état de siège. À l'instar de la zone minière du Mungwalu et ses environs, aujourd'hui, c'est le tour du village Are, situé à environ 8 km de Fataki Centre, dans le secteur de Walendu Djati en territoire de Djougou. Ici, les activités socio-économiques, scolaires, ecclésiastiques et autres ont repris dans un climat de paix. Le chef du secteur de Walendu Djati, qui a effectué une descente sur place dimanche dernier, s'en réjouit. Surtout les contrées qui ont été touchées par des rebondissements de conflits, tels que la contrée Ar. Ce dimanche, nous avons été obligés de nous rendre jusqu'à Ar dans le but de connaître l'état des lieux. Est-ce que le mouvement retour est effectif après notre passage? Et nous trouvons effectivement le mouvement retour a commencé. Mais moment à Fataki, nous avons constaté automatiquement le mouvement retour. Ça fait également notre joie. Cette autorité de base plaide pour le renforcement des effectifs militaires en vue de consolider la paix qui s'observe actuellement dans les territoires des Djougou et faciliter le retour volontaire des populations dans leurs milieux respectifs. Que les humanitaires aient le regard vraiment urgent. Voilà dans ces contrées que nous venons de citer, Ar, Fataki, Mbasiba, Masikini,
Doudou, la population est dans la même condition de vie qui est très déplorable et vraiment nécessite assistance d'urgence. Nous encourageons même le service de sécurité qui doit toujours être vraiment permanent et régulier pour stabiliser surtout la bonne condition de vie, surtout cohabitation et la stabilité de la paix dans tous ces contrées-là. Entre-temps, les forces armées mènent des opérations militaires avec professionnalisme à Nyamamba et Jo, au bord du lac Albert, contre la CRP de Thomas Lubanga. Plusieurs miliciens ont été neutralisés, d'autres capturés et des armes de guerre récupérées. En ce moment, la situation demeure sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Tout à fait. Autre chose, les étudiants de 3 institutions majeures de la capitale, notamment l'INBTP, l'ISAO et l'Académie des Beaux-Arts, ont participé mardi dernier à la conférence débat organisée par Kinshasa Kiamona, donc le chapiteau du campus de l'INBTP, sur le projet d'extension de la ville de Kinshasa. Plusieurs panélistes sont intervenus au cours de cette conférence, dont le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, William Pambou, qui a exploité le sous-thème « Extension de la ville de Kinshasa, un moteur de croissance pour l'Afrique ». Feris Katamba. L'amphithéâtre de l'INBTP en sigle a servi de cadre à une conférence de grande importance dédiée aux étudiants de l'INBTP, USAO et Académie des Beaux-Arts. Organisée par le comité stratégique de supervision du projet Kiamona, l'extension de la ville de Kinshasa. Cette rencontre s'inscrit dans une démarche de sensibilisation et de partage de visions autour d'un projet d'envergure nationale. Sous le thème « Un projet d'extension de la ville de Kinshasa », une initiative ambitieuse, un projet d'envergure, un moteur de croissance en RDC. Plusieurs intervenants ont pris parole pour exposer les grandes lignes de cette initiative stratégique. Parmi les conférenciers de marque, William Pambou, deuxième vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, professeur à l'université de Kinshasa, a particulièrement captivé l'auditoire en intervenant sur le sous-thème « L'extension de la ville de Kinshasa, un moteur de croissance pour la RDC ». C'est chaque jour que la population quinoise monte en nombre, se multiplie, alors que naturellement, lorsqu'une population croît, il faut que les conditions de bien-être en infrastructure, en superstructure, suivent. Mais malheureusement, chez nous, nous constatons que la population croît, mais les conditions se dégradent. Et donc cette juxtaposition pose problème. Nous avons donc constaté que la ville de Kinshasa est en pleine croissance démographique. Les chiffres ne sont pas forcément exacts, mais au moins, ils gravitent tous autour d'une moyenne qu'on essaye d'accepter. Nous, par exemple, nous avons estimé que cette croissance de la population l'a amené à un niveau aujourd'hui estimé à plus ou moins 17 millions d'habitants. Et juste après l'intervention du vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, Thierry Katemboué, le coordonnateur du projet d'extension de la ville de Kinshasa, fait le point sur le projet. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a en 2019 émis le vœu de voir une nouvelle ville arrimée à l'ancienne ville, une ville d'extension qui pourra enfin permettre les meilleures conditions de vie et aussi permettre à l'ancienne ville de pouvoir se réorganiser. Nous voulons faire de Kinshasa Kiamona, dans l'extension de Kinshasa, un hub multimodal qui sera relié aux provinces orientales, Équateur, Kasaï, par la voie fluviale, par la voie routière, les provinces du Bandundu et de Kasaï. Selon les comités stratégiques de supervision, l'extension de la ville de Kinshasa s'étendra sur une superficie de 48 600 hectares dans la commune de Maluku, à l'est de la capitale.
Dans ce journal essentiellement du football, CAN U20 Égypte 2025, les Léopardos de la République démocratique du Congo disputent leur dernier match de la phase des groupes ce jeudi face aux Lionceaux de la Teranga du Sénégal, champion en titre. Les Congolais n'ont besoin que d'un point pour se qualifier, disposant déjà d'une bonne marge des points avant le coup d'envoi. Fortuné Fossa. République démocratique du Congo-Sénégal. Deux géants du football africain s'affrontent ce jeudi 8 mai dans la ville de Suez en Égypte pour le compte de la 3e journée de la CAN U20 qui se déroule en Égypte. Vainqueurs de la République centrafricaine lors de la 2e journée par un score de 3-1, les Léopards doivent rester sur cette même dynamique pour offrir la qualification au peuple congolais. De son côté, les Lions de Teranga du Sénégal restent sur une défaite face au Ghana et un nul contre la RCA après 2 sorties, tenteront d'imposer leur jeu devant une équipe congolaise très solide, avec l'ambition d'aller le plus loin possible dans cette grande messe du football continental. L'autre opposition mettra aux prises les Black Stars du Ghana à la République centrafricaine. Après 2 journées, les Léopards occupent la première place du classement de ce groupe C avec 4 points, ex-aequo avec le Ghana. La RCA se classe 3e et le tenant du titre, le Sénégal, reste bon dernier avec 1 point. Et voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur YouTube si vous l'avez raté. Entre-temps, portez-vous bien.